Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. On adore finir cette soirée, en tout cas ce week-end, ou commencer ce début de week-end avec vous, plutôt terminer. J'ai l'impression qu'on est déjà lundi. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Vénibus. Ah mais moi je saute Du coq à l'âne. oui, mais non, mais moi je saute le week-end pour rester avec vous tout le temps en fait. Ça va Philippe Biver? Ah ben très bien, ne sautez pas trop vite le week-end parce qu'on est ravis Pourquoi vous d'être avez là. des trucs à faire, c'est ça? Non, pas du tout. Ok, très bien. Virginie Calmel, c'est avec nous. Ça va Virginie? Bonsoir. Bonsoir, vous êtes présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus. Et vous au 0826 300 300, c'est Zach qui est avec nous ce soir et on va démarrer avec une bonne nouvelle puisque c'est le sapin de Noël Sud Radio. Le sapin de Noël Sud Radio. Comment oublier? Comment oublier? Je suis allée sous le sapin, je suis allée chercher le cadeau. On l'a décoré exprès. Bien entendu, on l'a Il est décoré tout à magnifique. l'heure. Et là, oh là là, mais c'est incroyable. Pourquoi tous ces cadeaux pour les auditeurs et nous rien? C'est rien. Rien. On va peut-être Il paraît s'inviter. qu'il faut mettre une On va en boule. parler à qui de droit Il faut mettre une boule, oui. Mettez une boule, Philippe. Je reviens dans un instant. Le cadeau aujourd'hui, c'est un très joli cadeau puisque c'est un séjour pour 2 personnes au château Beaupin à Marseille, situé à quelques minutes de la plage de la Pointe Rouge. Le château Beaupin vous ouvre donc ses portes. Vivez une expérience insolite dans un lieu d'exception qui marie harmonieusement l'héritage d'une somptueuse demeure du 19e siècle aux éléments architecturaux classés 19e siècle comme Philippe David, bien entendu. Voilà, c'est un très joli bien cadeau. vendu, hein. C'est magnifique, Ah oui. c'est très joli. Alors, vous voulez partir pour un séjour pour 2 au château de Beaupin à Marseille, décidément. Vous allez envoyer le mot sapin, S-A-P-I-N, par SMS. Vous l'envoyez au 7 20 18. 7 20 18 et peut-être que vous aurez l'opportunité, en tout cas, de le remporter. On vous prendra à l'antenne et tout ça, vous ferez le cri du bonheur, genre oui, c'est super, machin truc. Allez, on vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h30. Au sommaire de cette émission, Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation, veut durcir la notation du bac. L'année dernière, 91,9% des lycéens sont devenus aujourd'hui bacheliers, donc 85,75% avant rattrapage. Et on vous pose cette question. Bac, orthographe, nos élèves sont-ils devenus des cancres? Vous dites oui à 97%. Vous êtes enseignant, vous avez vos enfants dont vous constatez la baisse du niveau scolaire ou pas. Appelez-nous au 0826 300 300. Et moi je le dis oui, nos élèves sont devenus des cancres. PISA, le classement international est là pour le prouver. Et il faut revenir aux bonnes vieilles méthodes de mon époque, Cécile. Les hussards noirs de la République du 19e siècle. Eh ben dites donc, on en parlera tout à l'heure. Et puis la question du soir, les journalistes Patrick Cohen et Thomas Legrand ont donc saisi la justice contre le directeur de la rédaction de l'Incorrect pour diffusion de fausses informations après la publication d'une vidéo où ils apparaissaient en discussion politique avec des cadres du PS. Arthur de Vatrigan sera avec nous à partir de 19h15. Et on vous pose cette question. Le magazine L'Incorrect a-t-il eu raison de diffuser la vidéo des journalistes Patrick Cohen et Thomas Legrand? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et moi je dis que L'Incorrect a eu raison. Et ce que je trouve génial, c'est que ceux qui hurlent au scandale pour les vidéos de L'Incorrect qui étaient prises dans un lieu public applaudissaient quand il s'agissait des vidéos cachées de Mediapart ou d'Élise Lucet. Cherchez l'erreur. On en parle tout au long de cette émission jusqu'à 19h30. Tout de suite, le grand débat du jour. Les élèves français sont-ils devenus des cancres? Alors, comment dire? Votre dictée de l'an dernier vous a laissé perplexe quant au taux d'échec. Oui, c'est catastrophique. Ah bon? J'ai un taux de réussite à maintenir, alors je veux que le prochain élève ait son bac. J'ai pas trop envie de me faire maltraiter en ZEP, du coup ça sera un peu plus clair, monsieur le proviseur. Sur 72 systèmes éducatifs, les Français sont parmi les derniers. Allez, dernière question. Là, celui qui gagne a gagné. En quelle année a démarré la guerre 39-45? 1949. Oui, j'ai oublié. C'est de la délinquance, oui, j'ose le dire. J'espère que la retourne va... Ça y est, j'en ai marre. Les vraies voix Sud Radio. Notre réalisateur Maxime, c'est bien fait bien mal. lâché. En tout cas. Allez, 0826 300 300, c'est Sarah qui est avec nous. Bonsoir Sarah. Bonsoir, qui veut Sarah. immédiatement réagir à cette proposition du ministre de l'Éducation nationale. Bonsoir Sarah. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Sarah. Pour répondre à notre question, nos élèves sont-ils devenus des cancres, Sarah, s'il vous plaît?
Ah mais vous avez 1000 fois raison, mais moi je trouve que vous devriez faire une émission d'1 quart d'heure par jour sur l'état du système éducatif, parce que c'est pas en 30 secondes que je vais vous dire à quel point c'est la catastrophe dans tous les domaines, quelle que soit la matière. En histoire, ils n'ont aucune idée. Moi je suis prof de français, alors n'en parlons même pas, vous parlez de l'orthographe, mais c'est même pas la peine d'en parler. Je veux dire, là j'avais mes cinquièmes cet après-midi, je suis prof en collège, et je leur dis, la phrase était une rivière avec de l'eau, et je leur demandais de chercher un adjectif. Ils m'ont dit que rivière et eau, c'était des adjectifs. Ouh là là. Et le verbe glisser, c'était aussi un adjectif, voyez-vous. Et quand je leur demande de me faire une phrase au présent de l'indicatif, ils n'en sont pas capables en quatrième. Je demande à mes quatrièmes, je leur mets une phrase imparfait, passé simple. Ils identifient à peine l'imparfait et le passé simple, terra incognita. Il faut voir où on en est maintenant. Et tout ça, c'est 30 ans de réformes débiles. Moi, mon inspecteur, les inspecteurs qui font du terrorisme à la solde de réformes absurdes depuis 30 ans, moi, je tiens bon. Je me fais blacklister, je me fais engueuler, mais j'apprends à mes élèves à accorder un verbe, à accorder un adjectif. Et je suis en quatrième, cinquième. Alors pour le bac, vous en faites pas, ils n'ont aucune idée. Pour eux, la grammaire, ça n'existe pas. Même pas l'état de tradition locale. Et tout ça... Oui, mais qu'est-ce qu'ils font à l'école primaire? Ils jouent au Lego parce que, désolé, mais apprendre à conjuguer, c'est dès le CP, quoi. Ah non, parce que maintenant, le plus important, c'est le tri des déchets en primaire. On a perdu 10 heures. Ah oui, on a perdu 10 heures par semaine. Hein. On avait 20 heures de langue et de maths. On a perdu 10 heures sur ces 20 heures. Parce qu'on fait des escape games, vous voyez. On fait des trucs comme ça. Alors nos collègues du primaire, ils n'osent pas se battre contre leurs inspecteurs. Les pauvres, ils sont obligés d'obéir. Et tout ce terrorisme, il est mis en place par des gens du style notre ministre actuel, vous voyez. Sarah, on va faire réagir Philippe Bilger à ce que vous dites. Vous qui avez l'amour des mots, Philippe Bilger, et du vocabulaire. Alors, ma chère Cécile, ce que vient de dire Sarah ne m'étonne pas. Le niveau du collège était effrayant. La seule chose qui, paradoxalement, me créerait un peu d'indulgence de ma part, c'est que je crois que cette défaillance atteint toutes les couches de la société. Si je voulais parler de l'orthographe, même les professeurs, parfois j'ai lu des copies où il y avait des fautes d'orthographe, même l'élite, réelle ou prétendue, commet des fautes de français. Mais il est évident qu'au niveau du collège, et Sarah a totalement raison, l'obsession qui a consisté à quitter l'exigence de lire, de calculer, de compter ou d'apprendre pour aller vers des zones périphériques qui n'ont rigoureusement aucun rapport avec l'école. C'est ça le grand drame. Et Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, une école supérieure de technologie de demain, mais on sait quand même écrire. Oui, alors ça reste quand même quelque chose d'indispensable, même si on apprend de l'audiovisuel, de la data, de l'IA, c'est bien de savoir écrire. Mais pour revenir à ce que disait Sarah très justement, moi je crois que le problème originel, il est dans cette folie qu'il y a eu la gauche, pour ne pas la citer, mais de vouloir qu'une classe d'âge et le bac à 100%. C'est ça le problème, c'est que du coup on a 80%, c'était l'objectif. C'était, mais bref, on est quasiment. Et le problème, c'est qu'on a abaissé le niveau, qu'on a totalement mis de côté toutes les filières manuelles, alors que notre pays a absolument besoin, n'a pas besoin d'avoir que des diplômés bac plus 5, ni d'ailleurs des bacheliers. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez des étudiants, et on le voit nous chez Futurae, on recrute des étudiants qui veulent une employabilité. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de formations aujourd'hui qui vont simplement leur permettre d'avoir un bac plus 5 sur leur CV, mais qui malheureusement ne débouchera pas à l'emploi. Ouais. Parce qu'on a tellement abaissé le niveau qu'en fait maintenant, être bachelier n'a plus de sens, puisqu'on voit bien à quel point le niveau s'est abaissé, l'orthographe, la grammaire, les maths, tout. Et derrière, ils ont besoin de compléter en fait pour essayer d'arriver à un niveau. Et Philippe Bilger le disait très justement, tout se joue au primaire. Vous avez entendu Sarah, qui est enseignante, qui dès qu'elle a vu le sujet sur Twitter ou un autre réseau social a voulu réagir. Vous êtes enseignant, vous avez le même avis que Sarah ou un avis opposé, appelez-nous au 0826 300 300. Sarah, juste avant la pub, combien de vos élèves, parmi tous vos élèves, peuvent réellement passer en classe supérieure, selon vous? 5. Sur combien? Non mais 5, sur 28, l'absence de redoublement est un véritable scandale. Allez, on a des gamins qui ont fait pseudo-classe en classe, on leur ment sur leur niveau, c'est un scandale complet. Restez avec nous Sarah, on revient dans un instant, 0826 300 300, si comme Sarah et Élise dans un instant qui sera avec nous en ligne, vous voulez forcément commenter, vous êtes les bienvenus, Zach est là, on est ensemble jusqu'à 19h30, 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Les vraies voix du vendredi avec Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futura, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus. Et vous, 0826 300 300, avec cette question aujourd'hui, nos élèves sont-ils devenus des cancres puisque le ministre de l'Éducation veut durcir la notation du bac? Avec nous, Élise, pour en parler au 0826 300 300. Bonsoir Élise. Oui, bonsoir à vous tous. Bienvenue sur Sud Radio. Je vous remercie beaucoup. Je partage complètement le point de vue de ma collègue du second degré. Voilà. Moi, je suis du premier degré, mais je travaille en SECPA maintenant. Je suis en toute fin de carrière et je vous assure que j'ai honte d'être enseignante. De tout ce qu'on nous a obligés à faire pour niveler par le bas. Alors, c'est pas ce qui est dit. Un exemple, Élise, un exemple par exemple. Il y a 25 ans, des gens me demandaient de changer les appréciations de mes élèves parce que ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait. Ou les évaluations de début de CP, on me disait mais non, mais c'est pas possible que tu puisses mettre ça, il faut que tu les changes. Voilà, donc tout est faux en fait. Et les parents se sont habitués à ce qu'il n'ait que des bons résultats, qui sont complètement faux. Et ce qui a conduit à des absurdités. Et puis les élèves, avec l'aide de leurs parents, on glisse vers le bas. Mais Élise, restez avec nous, Philippe Bilger ou Virginie. Je peux poser une question. Allez-y. Élise, quel a été, à votre avis, le moment clé qui a dégradé l'école? Où tout a basculé, je puis dire. Je dirais il y a 25-30 ans. Ah oui, quand même. Okay. Oh oui. Et alors, je ne vais pas être politiquement correcte. Excusez-moi, pour moi, c'est là. Pardon, allez-y. Et je vous prie de m'en excuser, mais la loi de 2005 qui a introduit les élèves en situation de handicap dans toutes les classes, ça a mis le feu aux poudres. Parce qu'on fait que de la discipline, on n'a plus le temps, on ne gère que les débordements, les choses qui sont innommables. Personne ne peut se rendre compte de ce qui se passe dans les classes. Personne. Donc on n'a pas le temps de faire du vrai travail. Bougez pas, Élise. On a Laurence qui nous appelle aussi au 0826 300 300 qui a un autre avis, Laurence. Laurence, bienvenue sur Sud Radio. On vous écoute. Bienvenue. Oui, bonjour. Eh bien, je vais un peu apporter de l'eau au moulin, mais je vais rien dire de très original. En fait, il y a une journaliste sur votre plateau dont j'ai oublié le nom, qui a donné vraiment la réponse de la situation dans laquelle on est. Elle vient du fait qu'on a voulu que toute une classe d'âge. C'est Virginie Calmels. Ouais. Mais je suis pas journaliste. Voilà. Elle est pas journaliste. Elle est directrice d'école. C'est pour ça qu'elle dit la vérité. C'est donc pour ça qu'elle est aussi bien informée. Voilà. Oui, absolument. Dans l'éducation nationale. Et oui, c'est ça le problème en fait. C'est-à-dire que nous, les professeurs, nous le savons, nous recevons depuis des dizaines et des dizaines d'années. Bon, moi je dis ça parce que je suis prof depuis 30 ans, mais nous recevons des consignes pour noter toujours plus haut pour le baccalauréat. Maintenant, il y a le contrôle continu. Moi, je suis prof de lycée, mais il y a quelques années, les élèves passaient encore les épreuves orales et écrites. On recevait des grilles de notation qui nous interdisaient presque de mettre, à cause des intitulés, en dessous de 10. C'était pas possible. Et dès que vous aligniez 3 mots, vous aviez 14 sur 20. C'est comme ça que tout le monde a le baccalauréat et c'est comme ça que le bac ne vaut plus rien. Et c'est une réalité que tout le monde n'a pas besoin d'avoir un bac plus 5. Il nous faut des boulangers, il nous faut des mécaniciens, il nous faut des agriculteurs. Tout le monde ne doit pas faire d'études supérieures. Et comme on a voulu cette société totalement égalitaire où tout le monde a tout financé pas bien, eh bien on en est là aujourd'hui. Voilà. Et je pense et j'imagine que c'est pas bien d'en parler, en tout cas au sein des établissements, ça ne se fait pas. Par exemple, Virginie Calmels. Non, mais je suis très contente de tout ce qui vient d'être dit, parce que nous avons des témoignages de personnes qui savent exactement de quoi elles parlent. Premier degré, second degré, enfin collège, lycée. Voilà, on a la totale. Et pour moi qui ai fondé une école dans l'enseignement supérieur, une fois encore, c'est vrai qu'on voit les lacunes. Nous, on a été obligés, alors qu'on est plutôt dans la créativité et que le mantra de l'école, c'était aussi de s'intéresser
s'intéresser plus au potentiel d'avenir qu'aux résultats passés. Il fallait une remise à niveau. Mais on est obligé de dire qu'il faut quand même un minimum le bac, parce que alors là, quand vous prenez des gens qui n'auraient pas le bac, là vous avez des lacunes, mais qui sont, quand vous imaginez déjà les lacunes pour des bacheliers, alors c'est des gens qui n'ont pas le bac, malheureusement, ça nous interdisait de pouvoir les prendre, alors que vous pouvez avoir des grands talents créatifs, mais malheureusement, le gap est trop lourd à combler. Mais ce qui est très intéressant derrière tout ce qui a été dit, c'est que, voyez, moi je crois, ça nous donne un peu d'optimisme, que l'éducation nationale, elle pourrait se réformer si on écoutait ces personnes qui sont au quotidien, qui savent de quoi elles parlent. Il y a la règle. Oui, mais il y a une technostructure qui a pris en otage, avec en fait, les pédagogistes. mais bien sûr, et qui a pris en otage les personnes qui, elles, pourraient gérer mieux leur classe, qui savaient noter leurs élèves, qui savaient les faire progresser, qui savaient leur donner des consignes. Et on voit que ce nivellement par le bas, il a été voulu par une technostructure déconnectée. Et moi, quand je les entends, toutes ces personnes qui viennent d'intervenir au micro, je me dis que, eh ben oui, il y a peut-être une réforme de l'éducation nationale qui viendra un jour directement des professeurs eux-mêmes. Sarah, est-ce que le nouveau ministre de l'Éducation vous paraît plus cohérent, en tout cas avec la réalité, quand il dit qu'il faut durcir, retrouver... D'accord. Absolument pas, parce qu'il fait partie d'intelligentsia qui a mis en place ce système. Donc c'est complètement illogique, c'est ce que vient de dire votre collègue. Mais moi, ce que je dis vraiment, là, je vous fais un appel. Vous, les médias, vous avez un rôle à jouer. Les parents ne sont pas au courant de l'état. Ce que disait ma collègue Laurence, c'est très juste. On ne sait pas ce qui se passe dans les classes. Vous avez, donnez-nous la parole. Laissez-nous nous exprimer, mais vraiment plus largement. Un quart d'heure par jour sur tel. Parlez de ça. Parlez de cette situation catastrophique en histoire, en handicap, en maths, en lycée professionnel. C'est la cata partout. Donnez-nous la parole, que nous, on puisse le dire, ça. Parce que personne ne le dit. Moi, j'ai été face à M. Blanquer, j'étais face à à notre ministre. Ils disent n'importe quoi impunément. À l'Assemblée, ils disent n'importe quoi. Il faut nous donner la parole. Vous avez raison, mais donnez-nous-la. Donnez-nous-la. On se confesse sur Sud Radio. Oui, mais il faudrait faire, moi je vous dis, un quart d'heure par jour sur l'état de l'enseignement, un quart d'heure sur le français, un quart d'heure sur l'anglais, un quart d'heure sur les handicaps. Le handicap, c'est gravissime. Ce qu'a dit ma collègue du primaire, c'est on vend du rêve à des parents d'élèves pour des enfants qui vont être totalement sinistrés. 45 000 élèves en situation de handicap qui n'ont pas d'AESH, et sur 600, vous avez à peu près 100 000 élèves en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces jeunes ? Restez avec nous, Sarah. Élise, peut-être vous vouliez réagir aussi ? Oui, écoutez, de toute manière, je pense qu'on est quand on est dans le cœur du métier, on sait ce qu'il en est. Mais on a tellement été battus en brèche de partout par une hiérarchie qui nous impose absolument ces dictats, qu'on n'est plus des crédibles du tout. Et c'est effroyable. Moi, je suis contente d'être en fin de carrière. J'ai honte. Philippe Bilger. J'écoute Sarah, Élise. Est-ce qu'à votre avis, il y a des professeurs heureux qui ne partagent pas votre point de vue ? Élise, vous voulez répondre ? Moi, j'en connais pas. À ce point, en salle des profs ? Ah oui. Ah non, oui, non. Restez avec nous, Élise. Une souffrance énorme. Restez avec nous, Élise. Laurence, est-ce que vous avez écouté la question de Philippe Bilger ? Oui, je vais répondre. Je vais faire la même réponse que ma collègue. Non, je ne connais pas de professeurs qui ne partagent pas cette opinion. Ça ne veut pas dire qu'on ne fasse pas notre métier avec plaisir. Bien sûr. Moi, j'aime enseigner. J'adore être avec les élèves et leur apprendre le plus de choses possible. Mais le constat, il est le même pour tout le monde. Les jeunes, les vieux, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui vont partir. On dit tous la même chose, on sait tous la même chose, on sait exactement où on en est, et la réalité, c'est ça. Mais ce qui est fou, c'est qu'on entend Sarah, Élise, Laurence, c'est tout, je pense, c'est un cri du cœur d'une profession qui a été abandonnée par sa hiérarchie au nom de plein de choses, le politiquement correct, tous les... Mais si, mais bien sûr que si, on leur dit... Pas par la hiérarchie. Mais si, parce que les ordres... Mais ça vient des pédagogistes, on leur dit... Le pouvoir politique, Mais le pouvoir politique donne les ordres à la hiérarchie. Vous me direz, dans l'éducation nationale, parfois la hiérarchie fait un peu ce qu'elle veut, sans compter sur les ministres quand ils sont pas de la bonne tendance. Et je crois que là, il faut vraiment tout remettre à plat. Là, il faut faire
Maxi afuera. Sarah, Élise, Laurence, vous avez raison, Sarah, on va faire un grand débat. Vous avez raison. On va l'organiser. Et on vous rappellera, en tout cas, merci de vos témoignages, parce que c'est important, en tout cas, d'écouter ceux qui sont sur le terrain. Vous restez avec nous, bien entendu, vous pouvez continuer de commenter sur nos réseaux sociaux et on sera ravis d'y répondre. On fait une petite pause, on revient dans un instant avec une affaire un peu... on reviendra sur le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe David. Tirage au sort de la Coupe du Monde de football. Qui pour les Bleus? Philippe Bilger. Un garagiste qui est mis en cause. Virginie Calmels. Ras-le-bol de ne pas s'attaquer au coût du travail qui est tellement élevé en France. Et ben vous voyez, même ici ça gueule. Allez, on en parle dans un instant, tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de Philippe David... Un autre Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et la présidente de Futurae, l'école des métiers du futur, qui ne s'appelle pas Philippe Calmel, mais Virginie Calmel. Exactement. Et vous n'avez pas Philippine de Ménibus pour vous associer? Non, je n'en ai pas. En tout cas, peut-être je n'en ai pas conscience, mais pour l'instant, bref. Tout de suite. Allongez-vous sur le divan. Juste pour vous dire que juste après, on reviendra sur ce sondage IFOP pour Sud Radio et la Provence à 4 mois des municipales de Marseille. Qui prend l'avantage, qui peut créer la surprise? Ce sera juste après le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais on est chez les fous là. Oui, je vous le donne en mille. Le meilleur fion, c'est celui de Lucette. Ah mais là, c'est sérieux. Précisons que le fion, ça se mange. Vous déformez ma sensualité. Arrêtez-vous, quoi. Vous avez vu, vous êtes moches comme des culs, quoi. D'habitude, quand on parle de fion sur Sud Radio, c'est entre 14h et 16h avec Brigitte Lahaye. Et il reste 4 secondes pour avaler. Le tour de table de l'actualité. Quand je pense que ma mère écoute. Nos hommages, madame. Voilà, c'est ça, bien. Philippe David, allez, plutôt, il pourrait y avoir une bonne nouvelle. Oui, on espère. En tout ça cas. a commencé il y a 31 minutes à Washington, le tirage au sort de la Coupe du Monde de football. Évidemment, la France est qualifiée. On va avoir nos adversaires. Alors moi, je vais dire nos adversaires qu'on tient surtout à éviter dans le chapeau 2. Je mets le Maroc, qui a une très belle équipe. La Croatie, qui a quand même été vice-championne du monde et sur le podium, dans les 4 demi-finalistes la dernière fois, et l'Uruguay, double champion du monde. En revanche, si on prenait l'Iran ou l'Australie, ce serait pas mal. Et dans le chapeau 3, la Norvège. Et on est en foot, on n'est pas en rugby. Oui, heureusement, oui. Et au chapeau 3, évitez pour moi la Norvège, l'Algérie, l'Écosse. À côté de ça, c'est le Panama, l'Ouzbékistan et le Qatar qu'il faudrait prendre. Mais avec une Coupe du Monde à 48 équipes, il y a des équipes qui n'ont jamais joué, qui sont des tout petits pays. Curaçao, 160 000 habitants. Mais attention, mais c'est génial qui viennent. Mais bon, je pense que avec Haïti, oui, qui avait déjà joué une Coupe du Monde en 74, Philippe Bilger. Donc je pense que là, on va avoir les Bleus. Est-ce que la grosse chance à Dédé, parce que c'est le surnom de la chance de Didier Deschamps, va encore fonctionner ou pas? Réponse dans 1h30, 2h. Mais allez les Bleus. Voilà. Et vous, c'est le choix de quel Mon groupe de rêve. Bon allez, je vous le dis. Iran, Panama et Curaçao. Ah oui, mais... D'accord. Voilà, c'est quasiment une apéritif. Et si j'ai dit Panama... J'allais dire c'est un bon cocktail. Non, mais moi j'allais dire que Panama, je voulais pas porter les chapeaux. Pas mal. Pas mal. En tout cas, on vérifiera si vous avez raison ou pas. Et Philippe Bilger, un garagiste en garde à vue après avoir tiré sur un cambrioleur mineur dans l'Isère. Oui, ce garagiste et son fils en ont eu assez de voir, en l'occurrence, c'était un quatuor de mineurs et il y avait un majeur s'introduire dans la concession de leur garage pour voler des pièces détachées. Alors je n'ai pas tous les détails de l'affaire, je constate simplement que le garagiste et son fils, si j'ai bien lu, ont été placés sous contrôle judiciaire et pour violence aggravée, mais il faut bien voir que plus l'État régalien sera faible, plus ces légitimes défenses, j'allais dire, officieuses d'une certaine manière, se développeront. Et je vais finir par admettre ce sentiment populaire qui n'en peut plus de n'être pas protégé. Et bien sûr, l'humanisme abstrait est très facile et très confortable. On vient dire, il ne devrait pas faire ça. Mais quand on n'a que ce seul moyen pour se protéger, eh bien, on le fait. Et c'est très triste, mais c'est l'État qui est responsable. Mon tour de table. Non, réagir.
No comment. non, mais je suis d'accord. C'est parce English. que je suis d'accord avec Philippe. D'accord. Non, mais moi je suis d'accord avec Philippe Bilger, les gens n'en peuvent plus et quand l'État est faible, les gens se défendent eux-mêmes. Et il faut encore poser cette question. Ouais, que mais ça font... devient un problème quand même. Ça devient un problème. non, mais vu la faiblesse de l'État, mais encore, on revient toujours aux mêmes questions. Que foutent des mineurs dehors à cambrioler à pas d'heure? Que foutent les mineurs et que foutent les parents? Si, Cécile, si une seconde, mais parce qu'on avait fait un débat avant-hier sur ces mineurs terribles, la mort qui sont morts noyés dans le. J'ai lu un article, c'est hallucinant. On parle de tout. De la douleur des parents, je peux la comprendre, mais à aucun moment on ne se pose la question de la responsabilité des parents et de ces mineurs qui J'ai vu le baladent au volant d'une voiture. Certains se sont même posé la question des aménagements routiers. Ouais. Je ne plaisante pas, c'est vrai, j'ai lu ça. Mais de toute façon, on est responsable. En fait, si quelqu'un se noie dans votre piscine, c'est vous qui êtes responsable. Et va-t-il falloir interdire les piscines alors du domicile. Violation de la propriété, mais c'est le propriétaire qui est responsable. Ça a fait le buzz, j'en avais fait mon tour de table il y a quelques semaines en Italie, où le Mélanie a changé la loi, où dès lors que quelqu'un rentre chez vous maintenant, vous avez le droit de faire feu directement, et un Italien de 66 ans qui a été cambriolé par des hommes cagoulés, a sorti une arme, a tiré et en a tué un, et comme Mélanie a changé la loi, il a été totalement blanchi, et on lui a enlevé toute poursuite, et en Italie, les gens disent que Mélanie a eu raison de changer la loi. Mais je dis ce que disent les Italiens. Hein. Après, c'est cas par cas, hein. On ne peut pas avoir des données... Si quelqu'un rentre chez vous, c'est qu'il a de mauvaises intentions. Point barre. Sinon, il rentre pas chez vous en pleine nuit. Hein. Même si c'est vous moi, je rentre pas chez vous en pleine nuit. Moi, je rentre pas chez vous en pleine nuit. Non, je plaisante. Et puis surtout, Cécile, l'absurdité de l'exigence de proportionnalité. Comme si un homme qui est agressé dans son domicile, tout à coup va se demander est-ce que j'ai le droit à la même arme. C'est une bêtise. Vous êtes réveillé en pleine nuit par un type qui rentre cagoulé dans votre chambre, vous ne vous posez pas de questions. Hein. Surtout s'il est armé et que là, vous pouvez rien faire. Malheureusement, le pire peut arriver. Allez, Virginie Calmels, le coût du travail et l'incohérence dans le débat budgétaire. On s'est entendu quand même sur en ce moment. J'avais envie de vous rappeler, c'est fou en fait ce qui se passe, c'est fou. Donc je suis très agacée parce qu'on est tout le temps dans des injonctions contradictoires. On nous parle de réindustrialisation, c'est un grand mantra, mais il y a un décalage permanent entre le discours et les faits. Parce que on a une incapacité à traiter le sujet vraiment au fond. Le sujet, c'est que le travail coûte trop cher en France et qu'il faut le dire, il faut l'assumer. Donc c'est bien gentil de parler de réindustrialisation, mais la réalité, elle est beaucoup plus brutale que ça. On vient de le voir avec Brandt, tout le monde s'émeut parce que c'est quand même un fleuron qui va aller directement, malheureusement, au dépôt de bilan, mais produire en France coûte trop cher. Et quand vous comparez, et là tout le monde le sait, Brandt qui fabrique en Algérie, en Algérie le SMIC il est à 284 €, quand en France il est à 1800 €. Donc nous en plus on ajoute 1000 € de charge. Donc toutes les comparaisons prouvent que le travail est beaucoup trop cher en France. On est même le 3e pays à être le plus cher en matière de travail, et malheureusement 56% de la richesse créée en France que nous créons, elle est dépensée par l'État. Donc c'est quand même le sujet qui devrait occuper tous nos politiques matin, midi et soir pendant le débat budgétaire. C'est évidemment l'opposé qui se passe. Donc on a cette incohérence politique majeure. Eurostat nous dit vous êtes le 3e pays derrière, avec 43 € de l'heure, derrière la Belgique et le Luxembourg en termes de coût de travail, et personne n'en parle. Donc si on a envie de sauver Brandt, ce qui ne va pas être le cas, il nous resterait, et qu'on défende enfin notre souveraineté industrielle, il faudra un jour assumer d'ouvrir ce débat. J'espère que les élections présidentielles futures le feront. Les salaires sont chers, c'est qu'à l'extérieur, ils sont très bas. C'est ça le souci. Les à un moment donné, il faut rééquilibrer tout ça. Parce que ça coûte, le coût du travail est très élevé, mais c'est toujours la différence, vous le savez, entre le brut et le net. Parce que malheureusement, tout le modèle social repose sur les gens qui travaillent, et parce que en plus, vous rajoutez le coût pour l'entreprise qui est quasiment le double. Donc tout ça, et quand même, ça crée des travailleurs pauvres, en fait, en France. Il y a deux choses. Pour avoir travaillé quelques années dans l'industrie,
Le problème, c'est qu'on peut pas payer les gens 250 € par mois en France, sinon ils vivent pas, ils peuvent même pas se loger. Mais c'est bien sûr ce que je ne veux pas. Voilà. Déjà, ça avec un salaire normal, c'est compliqué. Non, mais c'est sûr. Le but n'est pas de s'aligner sur le SMIC algérien. Le but est d'arrêter de prélever autant. Il y a 2 choses. Déjà, ne pas avoir nos frontières ouvertes aux produits de tous les pays du monde avec des coûts du travail complètement délirants. Les Américains mettent des droits de douane. Les Chinois mettent des droits de douane. Pourquoi l'Europe? Parce que c'est un dogme, le libre-échange. Et deuxièmement, c'est vrai que le coût du travail est trop cher en France, mais on a un gros problème, c'est qu'on a un problème de pouvoir d'achat. Parce que les salaires, 20% au-dessus du SMIC, sont beaucoup trop taxés, alors que ceux au SMIC, avec l'aide Fillon, qui est un scandale, parce qu'elle condamne les gens à rester au SMIC ou juste au-dessus, jusqu'à la fin de leur carrière, c'est dingue, parce qu'on tire les salaires vers le bas volontairement. Et il faut également, ça c'est une autre histoire, monter en valeur ajoutée notre industrie, ce que les Allemands étaient capables de faire et ce qu'on n'a pas fait. Allez, malheureusement on n'a plus le temps pour répondre. On va revenir dans un instant sur le sondage IFOP pour Sud Radio et la Provence à 4 mois des municipales de Marseille. Qui prend l'avantage? Qui peut créer la surprise? La réponse dans quelques instants. 0826 303 ans, c'est Zach qui est là ce soir. Ça va Zach? Coucou. Coucou. Allez, on revient dans un instant. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Avec Philippe David et vous, 0826 300 300. Ce soir, Philippe Bilger est avec nous, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus. On va débattre jusqu'à 19h30 ce soir. Et tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Sondage IFOP pour Sud Radio et la Provence pour les municipales de Marseille, François Louis. Oui, il y a moins de 4 mois du scrutin, la campagne municipale marseillaise commence à prendre forme. Payan, Alizio Vassal, il y a déjà plusieurs noms qui commencent à émaner. Olivier Biscay, vous êtes avec nous, vous êtes directeur de la rédaction de la Provence, bonsoir. Bonsoir. Alors, que disent les résultats des sondages là? Ça vient de tomber, dites-nous tout. À 100 jours du premier tour, ce que dit ce sondage, c'est que c'est très serré, c'est au coude à coude, tout est encore possible, parce que le maire sortant obtient 30% des voix dans notre sondage. Benoît Payan, oui. Benoît Payan, en effet, le maire de Marseille, suivi de Franck Alizio, le représentant du Rassemblement National, avec 27%, suivi de Martine Vassal, la candidate de l'Union des droites, à 26%. On voit bien donc que ces 3 candidats sont dans un mouchoir de poche, le 4e étant Sébastien Delogu, LFI, avec 15%, et puis le divers droite Ervan Davout à 2%. Mais les 3 premiers, le maire sortant, Franck Alizio et Martine Vassal, sont bien dans un mouchoir de poche, donc tout est au coude à coude, et donc tout est encore possible, on le voit bien, à 3 mois du premier tour. Alors, une question qui est quand même importante, c'est un sondage IFOP pour Sud Radio et la Provence. C'est, si on regarde bien, c'est le Franck Alizio et Sébastien Delogu qui ont la plus grande certitude de vote, 79% et 75%, contre seulement 60% pour Benoît Payan et 62% pour Martine Vassal. Est-ce que c'est un signe à 100 jours de l'élection ? Oui, alors c'est très important ce que vous indiquez. On a encore de nombreux électeurs, merci, ce sont de nombreux électeurs qui peuvent encore changer d'avis, qui n'ont pas tout à fait tranché sur la candidature de l'un et de l'autre. Ça veut dire que tout est encore possible à 3 mois, et ça, Benoît Payan, le maire sortant, le sait très bien, donc il va falloir qu'il renforce ces éléments autour de son programme. Et Martine Vassal aussi, c'est pour ça que ce soir, beaucoup des candidats considèrent que tout est ouvert et qu'ils vont profiter de ces 3 mois pour clarifier leur programme, leurs mesures et surtout leur positionnement dans la perspective des alliances. Philippe, excusez-moi. Pardon. Non, j'avais juste une toute petite question. Vous avez dit Martine Vassal, candidate de l'Union des droites. Oui, l'Union des droites du centre, de la droite LR, de Renaissance et puis du centre droit. Philippe Bilger. Mon cher Olivier, en souvenir du Midi Libre, est-ce que Martine Vassal a fait l'objet récemment d'une polémique sur la volonté, un éventuel rapprochement avec le Front National? C'est dissipé ou c'est sérieux chez elle? Cher Philippe Bilger, je suis ravi de vous retrouver au micro. D'abord, c'est pour elle
clarifier, elle a été obligée de clarifier ses positions, et vous l'avez dit, c'était d'ailleurs sur votre antenne Sud Radio, où cette polémique est née lundi après ses propos, et vous l'avez vu, les représentants de Renaissance, à la fois dans le département, mais aussi Gabriel Attal, ont demandé à Martine Vassal de clarifier ce qu'elle a fait dans un communiqué. Non, il n'y aura pas d'alliance avec le Rassemblement national. Donc, le clarifiant ainsi, la ligne rouge, en tout cas dans son entourage, dit-elle, ne pourra plus être franchie. Et d'ailleurs, pour les alliés de Martine Vassal, je pense notamment aux macronistes, il fallait que cette clarification s'impose. Quels sont les sujets aujourd'hui qui émergent pour les municipales de Marseille ? Alors c'est l'objet de l'autre partie du sondage que nous menons avec Sud Radio, c'est les attentes des Marseillais, et on voit bien que pour 55% des Marseillais, la délinquance, l'insécurité, la lutte contre le narcotrafic sont des priorités absolues. On sait qu'à Marseille, il y a évidemment une actualité. Il y a 3 semaines a été exécuté Mehdi Kessassi, cette marche blanche, ce débat autour du narcotrafic, donc c'est assez normal. Et il y a aussi une tonalité nationale, on voit bien dans beaucoup de communes françaises, l'insécurité est une priorité, mais on le voit aussi comme la propreté dans les villes, c'est un sujet récurrent et c'est une priorité des Marseillais. On voit en revanche que dans ce tableau, en bas de tableau malheureusement, l'attractivité du territoire, l'économie ne sont pas considérées comme des priorités par les habitants, par les Marseillais, alors même que les candidats vont devoir se positionner sur l'aménagement de leur ville et l'aménagement évidemment de l'économie. Mais sur la lutte contre le trafic de drogue et la sécurité des personnes, on est plus du camp Martine Vassal et Alizio du Rassemblement national. Ce sont plus des sujets qui les touchent eux. C'est vrai, mais c'est un sujet de tous les candidats. Il faudra bien que chacun puisse dire comment on va lutter contre l'insécurité. Et d'ailleurs, c'est vrai, vous avez raison, le RN a poussé ce sujet, Martine Vassal également, obligeant Benoît Payan à donner quelques mesures, quelques éléments, à sortir du bois sur des sujets de police municipale, de vidéosurveillance, de protection des biens et des personnes. Et on voit bien que dans cette ville de Marseille, ça sera un sujet central. N'oubliez pas que le narcotrafic a fait des victimes tout au long de cette année. Personne ne peut être insensible à ce sujet. Martine Vassal, donc vous l'avez rappelé, a fait marche arrière après ses propos sur Sud Radio lundi dernier. Une alliance Payan-Delogu entre les deux tours, ça vous paraît plausible ou pas ? L'alliance, en tout cas pour beaucoup d'opposants de Benoît Payan et de Sébastien Delogu, elle est plausible. Benoît Payan dit jamais ça n'arrivera. Sébastien Delogu considère que Benoît Payan est l'ennemi d'LFI. Cependant, quand on sait que l'adjoint Barle, adjoint Europe Écologie Les Verts, qui était proche de Benoît Payan, a rejoint LFI sans qu'il soit démissionné, sans qu'il quitte la majorité, ça pose beaucoup de questions. Est-ce que ça veut dire qu'il est le pont entre LFI et le Parti Socialiste ? C'est une question à laquelle devra répondre Benoît Payan. Et puis, clairement, je parlais tout à l'heure de clarification à droite, entre la droite et le Rassemblement national, il faudra aussi que la gauche clarifie, est-ce que je peux m'allier à LFI quand je suis au Parti Socialiste, quand je soutiens le printemps marseillais. Là aussi, Benoît Payan, quand il sera candidat, environ au mois de janvier, devra dire quelle sera sa ligne. Et je crois qu'il est très attendu là-dessus, par les électeurs comme par ses opposants, et c'est ainsi que démarrera le match des municipales à Marseille. Merci beaucoup Olivier Biscay, directeur de la rédaction de La Provence. Vous restez avec nous dans un instant. Le coup de gueule de Philippe David. La France rurale en a vraiment marre et je vais prendre sa défense. En attendant, on parle argent. On va parler de la copropriété, non, avec Thomas Binet. Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et on poursuit ce soir notre tour d'horizon sur le conseil syndical. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, quel est le rôle de ce fameux conseil syndical dont on parle depuis plusieurs vendredis ? Bien, comme pour l'élection du conseil syndical, c'est le très long article 21 de la loi sur la copropriété qui définit le rôle et les prérogatives ainsi que les attributions du conseil syndical. Alors du coup, et concrètement, vous avez commencé à l'évoquer par l'article 21, et le conseil syndical, ça va servir à quoi ? Le conseil syndical, dont les membres sont, rappelons-le, bénévoles, a un rôle
et même des rôles essentiels dans la vie d'une copropriété. Le premier est avant tout un rôle de liaison. Liaison entre le syndic et les autres copropriétaires, liaison entre les copropriétaires au sein de la copropriété, liaison avec les locataires qui n'ont pas de vrai lien avec le syndic, liaison avec le personnel de l'immeuble s'il en existe, liaison avec les entreprises qui peuvent intervenir dans l'immeuble. Donc il vaut mieux avoir des talents de diplomate dans l'exercice que vous évoquez. Ce n'est pas faux. Un membre du conseil syndical irascible qui n'aime pas parler à ses voisins ou qui se fâche régulièrement avec tout le monde n'est pas, à mon sens, le candidat idéal pour entrer au conseil syndical. Il vaut mieux quelqu'un de diplomate, qui aime le contact avec les autres et qui, si possible, est souvent présent dans la copropriété. Quelqu'un qui est tout le temps dans sa maison de campagne n'apportera pas non plus grand-chose à la communauté. Bien. Alors, puisqu'on évoque, Philippe, les relations avec le conseil syndical, parlons des relations entre le syndic, justement, et le conseil syndical évoqué avant. Je commencerai par souligner qu'au-delà du rôle de relais dans la vie de la copropriété, les conseillers syndicaux ont, en termes de la loi, la mission d'assister le syndic et de contrôler sa gestion. Je souligne que de façon sémantique, la loi fait passer la mission d'assistance avant celle de contrôle. Pourtant, un certain nombre de conseils syndicaux privilégient le contrôle et ont tendance à négliger leur mission d'assistance. Chez Loiselet d'Aigremont, nous avons la volonté de travailler en partenariat avec les conseils syndicaux. Je le dis souvent, on préfère travailler ensemble que l'un contre l'autre. Vous avez raison, mais alors, vous êtes favorable quand même au contrôle, du coup? Ben oui, parce que nous avons en charge une grosse partie du patrimoine de nos clients, leur logement. Et nous pensons faire un meilleur travail quand nous le faisons ensemble, avec des décisions et des projets portés ensemble, plutôt qu'en cherchant à se surveiller et à chercher les failles. Nous remarquons d'ailleurs que ce style de gestion est beaucoup plus efficace et que les relations dans la copropriété sont bien meilleures quand le syndic et les conseillers syndicaux s'entendent bien. Cela ne veut pas dire que nous soyons systématiquement d'accord sur tout, ni que nous n'acceptons pas les contrôles de la surveillance. Comme dit la sagesse populaire, la confiance n'exclut pas le contrôle. Alors que doit ou que peut faire le conseil syndical, Philippe? Si on se réfère à la loi, le conseil syndical peut prendre connaissance et copie de tous les documents ou correspondances se rapportant à la gestion et à l'administration de la copropriété. De plus, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée sur toutes les questions concernant la copropriété pour lesquelles il a été consulté ou dont il s'est saisi lui-même. Il est aussi chargé de la mise en concurrence des candidats lorsque la copropriété envisage le changement de syndic. Alors, au-delà de ces prescriptions qui sont formelles, on peut le dire ainsi, le Conseil n'a-t-il pas d'autres rôles à tenir ? Je vais en lister quelques-unes. Premièrement, la préparation de l'Assemblée, car le syndic se doit préparer l'ordre du jour de l'Assemblée générale avec le Conseil, qui peut proposer des points à discuter. Deuxièmement, l'information. Le Conseil a pour rôle de relayer aux copropriétaires les informations et décisions relatives à la copropriété. 3. L'étude des devis. Le Conseil peut être amené à étudier les devis pour les travaux et donner un avis aux syndics et aux copropriétaires. 4. Le suivi des travaux. Si les travaux sont entrepris, le Conseil peut se charger, surtout dans les petites copropriétés, de suivre leur avancement et de veiller à leur bonne réalisation. Et 5, pour finir, le règlement des conflits. Bien que cela ne soit pas son rôle principal, le conseil syndical peut aider à résoudre des conflits mineurs entre les copropriétaires. Alors on est d'accord pour dire, Philippe, que le conseil syndical a un président. Il faut bien que cette organisation soit pilotée. Oui, la loi nous dit que le conseil syndical élit son président parmi ses membres. Elle ne dit pas qu'il peut élire, elle dit qu'il l'élit. Oui. Cela signifie, à mon sens, que cette élection est obligatoire et que l'existence d'un président l'est donc également. Il arrive dans certaines copropriétés qu'on ait du mal à élire un président. Oui. Faute de candidats ou par trop de candidats. Le président est le principal interlocuteur du syndic au sein du conseil et de la copropriété. Et je profite de cette tribune pour remercier les centaines de présidentes et de présidents de conseils syndicaux avec qui nous travaillons tous les jours, qui nous apportent leur dévouement et leur bonne volonté, et à qui nous apportons également notre bonne volonté et notre savoir-faire. Oui, parce que comme vous l'avez dit, Philippe, c'est du bénévolat, il faut le rappeler quand même. Tout à fait. Merci à vous, Philippe, et on vous retrouve évidemment vendredi prochain vers 18h50 pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et d'Aigremont, bien dans mon immeuble.
Et vous restez avec nous dans un instant. Arthur de Vatigran sera avec nous, patron de l'Incorrect, accusé d'avoir diffusé des informations trompeuses par les journalistes Patrick Cohen et Thomas Legrand. Et en attendant, la possibilité pour vous de gagner un cadeau, ce qui est sous le sapin. Le cadeau, c'est un séjour pour 2 personnes au château Beaupin à Marseille, situé à quelques minutes de la plage de la Pointe Rouge. Le château Beaupin vous ouvre donc ses portes, vivre une expérience insolite dans un lieu d'exception qui marie harmonieusement l'héritage d'une somptueuse demeure du 19e siècle aux éléments architecturaux classés. Pour remporter ce très joli cadeau offert par Sud Radio, c'est facile, vous envoyez sapin au 7 20 18 exactement, et vous aurez la chance, j'espère, de le remporter, et on fera un petit mot à l'antenne avec vous, bien entendu. Allez, vous restez avec nous, on fait une pause et on revient dans un instant avec Arthur de Vatigran. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Virginie Calmel, présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain, et présidente de Croissance Plus, et Philippe Bilger. Comment ça va, Philippe Bilger? Très très bien. Vous êtes en forme? Vous avez votre Virginie à côté, vous êtes content? Je suis content. Le vendredi, elle arrive, c'est bien. Et dans un instant, Arthur de Vatigran, patron de l'Incorrect, accusé d'avoir diffusé des informations trompeuses par les journalistes Patrick Cohen et Thomas Legrand, sera avec nous dans quelques instants. En attendant, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, ou plutôt de 30 775 villages. Pourquoi 30 775 villages? Parce que c'est, selon l'INSEE, le nombre de communes rurales en France, ce qui représente 88% des communes et environ un tiers de la population française. Un tiers de la population française qui est délaissée, si on en croit le sondage IFOP pour Excellence Ruralité, publié hier soir. Sondage dans lequel on apprend que 87% des Français pensent que les campagnes sont délaissées. Parmi ces 87%, il y a des Français venus de partout, de la capitale et ces 2 millions et quelques d'habitants au plus petit village. Car tous savent que la ruralité française a été abandonnée. Les lignes de train fermées. Les écoles regroupées parfois loin des villages, obligeant les élèves les plus éloignés à se lever et rentrer à pas d'heure pour prendre le car de ramassage scolaire qui les conduit au collège ou au lycée. Pas de transport en commun? Tant pis, on va taxer massivement les voitures et le carburant, parce que vous êtes des salauds de pollueurs. Ce qui a créé il y a 7 ans le mouvement des Gilets jaunes. Les bureaux de poste, les services publics, les hôpitaux, les maternités, fermés les uns après les autres. Même les perceptions ont fermé, mais pour les impôts, on n'a pas oublié les ruraux, comme les urbains d'ailleurs. Des mesures décidées à Paris par des hauts fonctionnaires qui habitent les quartiers bobos de la capitale, ont une station de métro à moins de 400 mètres et de bus à moins de 200 mètres, dont les enfants vont au lycée à pied, en métro ou en bus, et qui ont les moyens de se payer une voiture électrique. Dans le même temps, depuis 1977 et le premier plan banlieue de Lionel Stoléru, les banlieues ont été gavées d'argent public au nom de la politique de la ville, qui devait résoudre les problèmes d'insécurité et d'intégration, des problèmes qui, malgré les milliards déversés, n'ont fait qu'empirer. On a déshabillé Pierre la ruralité pour habiller Paul les banlieues et les grandes villes pour des résultats désastreux dans les 3 cas de figure. Mais attention, les ruraux qui n'ont pas qu'un sentiment d'abandon pourraient très bien se venger dans les urnes, puisque ne brûlent pas et ne saccagent pas quand ils ne sont pas contents. Mais peut-être devraient-ils, puisqu'il n'y a que ça que les politiques comprennent. Philippe Bilger, une réaction? Je trouve que Philippe en défendant la ruralité et la multitude de ces communes qui font le tissu de la France, a tout à fait raison. Il est dramatique de voir à quel point ce qui apparaissait comme une banalité, une France désertée, est une réalité dramatique. Je n'ose imaginer comment nous vivrions si nous étions dans ces communes rurales dont, pour l'essentiel, elles sont privées de tout. Virginie Calmel, ça. C'est l'absence de vision politique, une fois encore. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de comprendre que notre pays, d'abord, est magnifique, parce qu'il y a ça, qu'on a besoin absolument de personnes qui, au contraire, entretiennent nos terres, nos paysages et dynamisent l'économie, parce que de nos jours, du pouvoir, avec Internet, on peut être opérant partout. On a vidé ces territoires de services publics. On a oublié effectivement d'investir massivement, et Philippe l'a très bien dit, on a
en parallèle déverser des milliards. 77 dans la le premier plan politique de la ville. Et c'est vrai que c'est ce qui est assez écœurant parce qu'in fine, on se dit, bon, tout le monde a droit à l'erreur. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on persiste dans l'erreur et qu'au fond, rien n'a vraiment été modifié. Rappelez-vous, on parlait de l'aménagement du territoire à une époque. Il y a eu des ministères de l'aménagement du territoire, il y a eu du plan avec Monsieur Bayrou. Tout ça a servi à quoi en fait, et a coûté combien? Un pognon de dingue. Et à passer à côté de ce qui aurait été, je dirais, du bon sens. Et puis, la concentration dans les villes avec les problèmes de logement que l'on connaît n'est évidemment pas la panacée, alors qu'on aurait pu... au contraire, bien utiliser nos mètres carrés ruraux qui sont souvent magnifiques. Allez, merci Philippe David, à retrouver en podcast bien entendu sur toutes nos plateformes. Et la question du soir dans un instant, les journalistes Patrick Cohen et Thomas Legrand ont saisi donc la justice contre le directeur de la rédaction de l'Incorrect pour diffusion de fausses informations après la publication d'une vidéo où ils apparaissent en discussion politique avec des cadres du PS. Arthur de Vatrigan sera avec nous dans quelques instants. Et on vous pose cette question, le magazine L'Incorrect a-t-il eu raison de diffuser la vidéo des journalistes Patrick Cohen et Thomas Legrand? Vous dites oui à 97%. On attend vos réactions au 0826 300 300. Vous pensez qu'ils ont eu raison, que c'est pas des méthodes? Venez nous le dire. On attend vos appels. Et moi, je pense qu'ils ont eu totalement raison. Et ceux qui mettent la bouche en cul de poule aujourd'hui applaudissaient quand c'était Mediapart ou le service public. Alors pour les indignations à géométrie variable, merci. On repassera, comme il dit. Allez, soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h30. On fait une petite pause. Bienvenue sur Sud Radio. On revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Vraie Voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Autour de cette table, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futura, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus, avec Philippe Bilger à ses côtés, président de l'Institut de la Parole. Il n'y a que des présidents ici. C'est incroyable. On est en France. Hein. C'est dingue. C'est fou ça. Il faut se détendre là, c'est pas possible. Philippe David, vous êtes président de quoi, vous? De moi-même. Ouais. C'est déjà bien. Et vous êtes présidente de quoi? Je ne sais pas, écoutez, je vais m'inventer un truc. Du fromage, président, tiens. Allez, soyez les bienvenus tout de suite. La question du soir. L'une des séquences qui a été mise en ligne d'une durée d'1 minute 12 a été coupée à 10 reprises. 10 points de montage qui sont visibles à l'œil nu, ce qui laisse penser que cette vidéo a été volée et montée dans le seul but de provoquer une interprétation biaisée et malhonnête, en clair pour nous nuire. Les vraies voix Sud Radio. Donc on va rappeler cette information. Donc les journalistes Patrick Cohen et Thomas Legrand ont saisi donc la justice contre le directeur de la rédaction de l'Incorrect pour diffusion de fausses informations après la publication d'une vidéo où ils apparaissaient en discussion politique avec des cadres du PS. Arthur de Vatrican est avec nous aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir accepté. Merci à vous. Cette information. Est-ce que on peut rappeler, vous pouvez nous rappeler, je l'ai rappelé brièvement, ce qu'il s'est passé et pour les auditeurs, pour que les auditeurs soient au même niveau d'information que nous tous. Je raconte toute l'histoire depuis le début ou juste ce qui s'est passé depuis 2 jours? Non, rapidement ce qui s'est passé au début. Alors, et ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons donc eu accès à des vidéos dans un lieu public, dans un bar qui s'appelle le Coucou, dans le 7e arrondissement, où il y avait autour de la table Patrick Cohen, donc éditorialiste, journaliste sur le service public, Thomas Legrand, éditorialiste à Libération et également journaliste sur le service public, et 2 huiles du Parti Socialiste, et je me rappelle plus très bien de leur nom. Pierre Jouvet, déjà, ça. Et j'ai un trou de mémoire sur le dernier. Broussy, je crois. Voilà. Broussy. Qui ont des titres secrétaire national en charge des campagnes et tout. Et donc les vidéos que je consulte, en fait, on voit une discussion qui n'est pas une discussion de journaliste, où il n'y a pas de distance entre le journaliste et le politique, qui sont pas là pour récupérer des informations ou pour avoir des preuves ou pour sourcer. Ils sont là en discussion de stratégie. J'avais l'impression d'assister au 18 Brumaire, si vous voulez, un peu pour les nuls, parce que le but étant de propulser la fusée Glucksmann en faisant une union de la gauche. Et seul Glucksmann, ils avaient même pris une règle en expliquant, si on va de telle personne à telle personne, celui qui est au milieu c'est Glucksmann, et comme ça l'union de la gauche va gagner. Et donc il y a 3 phrases un peu qui ont été extraites, qui ont choqué. C'est
il parle de Rachida Dati à Paris, il pose la question, en fait il pose les questions et puis il répond en même temps, ça qui est assez amusant, en disant est-ce qu'il y a un risque pour Dati à Paris, et Thomas Legrand répond de toute façon avec Patrick on s'en occupe de Dati. Patrick Cohen étant Patrick, et Patrick Cohen ne bronche pas. Et après il y a une deuxième partie intéressante, c'est quand il parle d'un éventuel second tour Marine Le Pen, Raphaël Glucksmann. Encore une fois, il pose la question, mais qu'est-ce que va faire le marais centre-droit, centre-gauche? C'est l'expression de Thomas Legrand. Et puis dans la foulée, il répond rassuré. Heureusement, ils écoutent France Inter, et ils écoutent France Inter en masse. Voilà. Donc si vous voulez, c'était une discussion de stratégie pour faire élire quelqu'un en utilisant le bien public qui appartient à tous les Français, à savoir la radio publique. Et donc, suite à ça, il y a eu le truc classique. Alors nous, on avait anticipé évidemment toutes les ripostes. Première riposte, c'est de l'extrême droite. Forcément, vieille méthode totalitaire. Lorsque vous voulez enlever le message, ou tuer le messager. Bon, raté, ça n'a pas pris parce que ça a choqué un peu tout le monde. Ça a choqué tout le monde sans que les gens soient vraiment surpris. En fait, ils ont juste vu l'image et le son de quelque chose qu'ils savaient déjà. Donc ensuite, l'attaque d'après, c'est un montage. C'est la phrase qu'on a entendue de Patrick Cohen et de Thomas Legrand. C'est un montage. Raté parce qu'en fait, on a fait un constat d'huissier et l'huissier constate que les rushs que les vidéos diffusées et les sous-titres qu'on a ajoutés, parce que parfois il y a des sons pas audibles, sont conformes au rush. Donc il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de malveillance, il n'y a pas de volonté de nuire. Et puis ensuite, l'étape d'après... Que tout le monde comprenne bien ce que sont les rushs, ce sont des vidéos qui sont enregistrées, des sources. Voilà, c'est les sources, c'est les fichiers sources. Et ensuite, ils ont, même Thomas Legrand a dit, je crois que c'est une IA. Bref, je pense que l'étape d'après c'était les Russes, donc on pouvait monter d'un coup à chaque fois, c'était. Mais parce que le problème c'est qu'ils sont pas, ils ont pas l'habitude qu'on les attaque, ils ont pas l'habitude de se faire prendre la main dans le pot de confiture. Et leur réaction, plus ils réagissaient et plus ils s'embourbaient, donc ça marchait pas. Et donc ils ont annoncé qu'ils portaient plainte, et c'était le cas. Donc ils ont tous les deux porté plainte. Et c'est pourquoi j'ai été convoqué Vous avez hier été entendu, voilà. Pour une audition. Alors c'est une audition libre, mais en qualité de mise en cause, audition libre. Donc je parle sous. Un magistrat est présent, donc il me contredira si je suis pas très juridique, je m'y connais pas très bien, mais je crois que c'est 4 heures maximum, sinon ensuite c'est une garde à vue. Donc là ça a duré un peu plus de 2 heures, très bien, je suis pas resté au placard, c'était tant mieux. Alors remarque, j'aurais pu faire ensuite le journal pas d'un condamné, mais d'un auditionné, ça aurait peut-être marché, pourquoi pas. Mais donc voilà, c'est à la mode. Il passe à la mode, et puis je pense que j'aurais fait un beau succès. Donc c'était des questions malheureusement auxquelles je ne pouvais pas répondre, parce que ça concernait évidemment la manière dont je m'étais procuré ces vidéos, bref. Je pouvais pas, pour des raisons de secret des sources, évidemment, je ne pouvais pas répondre. Donc la moitié des questions, j'ai dit désolé, je peux pas répondre. Et puis les autres, c'était est-ce que parce qu'ils pensent qu'il y a un complot aussi. Ça, c'était assez intéressant parce qu'évidemment, ils avaient auditionné Patrick Cohen et Thomas Legrand, et de ce que j'ai compris, ou de ce que j'ai pu lire dans 2-3 interviews, c'est qu'ils pensent que j'ai fait un complot, une barbouzerie comme il dit, où j'aurais piraté l'agenda à distance. Si vous connaissez mon niveau informatique, même l'adresse mail, je ne sais pas la retrouver. Donc l'agenda à distance, c'est quand même assez amusant. Et alors je pensais, quand il parlait de barbouzerie, c'était avec Rachida Dati. En fait non, c'est avec CNews. J'aurais fait un coup monté avec CNews en amont, préparé. Et donc voilà, donc j'ai répondu que non, c'était pas une barbouzerie, non, c'était pas un coup monté, non, c'était pas tout ça, quoi. C'est la vérité, toujours plus simple. Arthur, est-ce qu'à un quelconque moment dans ce lieu, même un millième de seconde, vous vous êtes interrogé sur votre droit de le faire ou pas? Oui, et alors au moment où, moi j'ai reçu les vidéos et je les publie pas tout de suite pour une raison très simple, c'est qu'on est 6 salariés à l'incorrect, qu'on avait 2 magazines à sortir, et puis j'avais envie de les envoyer en vacances parce qu'après il fallait finir l'année. Donc c'est pourquoi on a eu les infos en juillet, on a publié en septembre. C'était vraiment par rapport à une stratégie, parce qu'ils ont quand même trouvé comme argument que ce choix était volontaire parce que les caméras de surveillance du bistrot en question, les bandes étaient effacées au bout de 2 mois, donc c'est pourquoi j'avais publié au bout de 2 mois. Plus il parlait, plus je me sentais intelligent, c'était merveilleux. Et donc, donc évidemment qu'au moment où je fais un papier, parce qu'au départ c'est un papier, ce n'est pas des vidéos, c'est un papier, je me pose la question, il y a 2 droits qui se confrontent, le droit à l'intimité évidemment, et puis le droit à l'information. J'ai jugé en tant que directeur de la rédaction là il était question d'utilité publique, d'intérêt général, et donc j'ai fait le choix dans mon papier de citer une partie des vidéos. Et si j'ai diffusé les vidéos ensuite, c'est parce qu'on m'accusait de fake news, on m'accusait de donner des informations sans preuve. Et les vidéos qu'on a diffusées, 3 vidéos, à chaque fois c'était en réponse à leur accusation. Et donc évidemment que je me suis posé la question. Alors je ne me le suis pas posé 3 jours. Pour moi c'était rapidement évident, et j'ai diffusé d'ailleurs que des passages qui, à mon sens, relèvent de l'intérêt public et de l'intérêt général. Et l'émotion que ça a suscité, et derrière les commissions d'enquête, notamment parlementaires,
me conforte, à mon avis, dans mon choix. Virginie Calmels. Moi, par principe, je suis pas très à l'aise avec tout ce qui est, c'est pas barbouzerie le mot, mais vous voyez, même dans l'affaire Bettencourt, les enregistrements à l'insu d'une personne, etc. Je trouve que c'est jamais très élégant, je n'aime pas ça. Mais dans le cas présent, comme vous l'avez très bien dit, en fait, ça n'a pas été une grande révélation. Donc, c'est pas comme si il y avait un préjudice terrifiant, parce qu'en fait, ça ne fait que corroborer ce qu'on sait déjà. Il y a une étude de Thomas More là qui a expliqué que bah oui, ça penchait clairement à gauche sur le service public et notamment radio, mais pas que. Je pense que c'était sur France Inter essentiellement, mais il y avait France Culture, France Culture et France Info. Absolument. Mais il manquait France Télé, ce qui serait pas inintéressant à creuser aussi. Mais donc là, moi, il me semble qu'il n'y a pas une révélation de nature à créer quelque chose qui soit entre guillemets qui crée un précédent condamnable. Une forme de confirmation au contraire. Oui, mais qui a lancé la commission d'enquête parlementaire qui, je pense, va nous révéler des choses très intéressantes. Et l'affaire Cohen-Legrand à côté, c'est pas grand-chose. Ah oui. Allez, ça sonne au 0826 300 300 avec Simon de Perpignan qui voulait réagir. Bonsoir Simon. Bonsoir Simon. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir David. Bon, et bonsoir aux auditeurs, bien sûr. Moi, je trouve que de toute façon, il a très bien fait de divulguer de toute façon cette vidéo, parce qu'il est intéressant que les gens sachent de manière, même s'ils se doutent de certaines choses, sachent réellement qu'il y a quand même de l'impartialité dans tout ce qui est le service public, qui penche, comme ça a été dit, très à gauche, et que de toute façon... Vous voulez dire de la partialité, c'est ça? Oui, de la partialité. Pardon, oui, excusez-moi. Et puis surtout, c'est de dire des choses plus précises avec des choses tangibles, donc qui sont évoquées. Et je comprends pas l'attitude de toute façon de Patrick Cohen et Thomas Legrand, dont on sait pertinemment leurs orientations politiques, et ils utilisent leur carte de journaliste et leur position professionnelle pour essayer d'influer sur des politiques. Donc je trouve ça inadmissible. Et de toute façon, en plus, c'est des prises de vue, des enregistrements qui ont été faits dans un lieu public. Donc, captation, eux-mêmes le pratiquent de toute façon dans certaines émissions. Donc, c'est toujours l'arroseur arrosé. Donc, de ce côté-là. Après, c'est pas une raison, mais voilà. Oui, mais la raison, de toute façon, il faut bien que de toute façon, il y ait de temps en temps des choses qui sont tout à fait tangibles, qui permettent aux gens de connaître la réalité et le comportement de certains journalistes. Absolument. Merci beaucoup, Simon de Perpignan, et merci beaucoup, en tout cas, à vous d'être venu aujourd'hui, Arthur de Vatrigan. Bien entendu, merci vous nous expliquerez la suite, puisqu'il y aura forcément une suite. Avec plaisir. Vous nous direz si vous êtes labellisé. Voilà. Là, c'est mal embarqué, malheureusement. Bienvenue au club. En tout cas, là, c'est la l'AOC qui est ratée. Marie est avec nous. Marie, 0826 300 300. Le sapin de Noël, Sud Radio. Et Marie, c'est notre grande gagnante du jour. Bonsoir Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Sud Radio. Comment ça va Marie? Ça va bien, parce que j'ai gagné et ça me fait super plaisir. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un si beau château que le château de Beaupin à Marseille? Est-ce que vous avez eu cette occasion? Non, j'ai jamais eu cette occasion. Et ben voilà, vous êtes situé à quelques minutes de la plage de la Pointe Rouge. Le château Beaupin vous offre donc ses grandes portes. Vivez une expérience insolite dans ce lieu d'exception. Vous allez voir, c'est un très beau domaine et une demeure du 19e siècle aux éléments architecturaux classés. Et on est très heureux de vous l'offrir, Marie. Et on vous félicite, Marie. Bravo Marie. C'est Noël avant l'heure. Vous dites c'est Noël avant l'heure, et puis c'est bien, ça fait plaisir. Eh ben écoutez, vous nous écoutez depuis longtemps? Quelque temps, oui, parce qu'on en avait discuté avec des copains et copines. Ouais. Et on disait que c'était pas mal Sud Radio. C'est bien. En tout cas, le cri de la joie, Marie. Pardon? Vous faites le cri de la joie?
Oui. C'est très bien. J'aime bien les débats politiques et les chroniques aussi chez vous. Merci en tout cas, merci de votre fidélité. Marie, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Virginie Calmels, merci Philippe David, merci Philippe Bilger. Et dans un instant, Philippe, et on va parler rugby. Salut Alex Priam qui est avec nous. Bonsoir. Salut Alex. les vraies voix. Et Marie, j'espère que vous écoutez le rugby aussi. Bien sûr qu'elle écoute le rugby, bien entendu. Et ce soir, il y a de la Pro D2 et le retour de la Champions Cup. Ah oui, ça c'est clair. Le retour de la Champions Cup, effectivement, dès ce soir avec le match du côté de Bayonne. On va vivre un grand week-end de Coupe d'Europe sur Sud Radio. Les plus grands clubs français sont sur le pont. Le champion en titre aussi, l'Union Bordeaux-Bègles, sera du côté de l'Afrique du Sud. La Rochelle sera présent sur Sud Radio. Le Stade Toulousain, la section paloise, tous les clubs français sur Sud Radio avec évidemment, comme tu le disais, Philippe, la Pro D2 ce soir. Et puis, un événement quand même assez particulier, assez exceptionnel. Vous vivrez aussi en direct sur Sud Radio le tirage de la Coupe du Monde de foot 2026 qui aura lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique. L'équipe de France va bientôt être tirée au sort. Merci beaucoup Alex Priel. Merci Alex. On vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup Zach, merci beaucoup Maxime, merci beaucoup François-Louis, Antoine, Sidonie bien entendu et toute l'équipe de Sud Radio. On vous souhaite un très très bon week-end. On se retrouve lundi à partir de 18h et on vous laisse avec le rugby. À lundi. Salut, bon week-end. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons